Bonjour à tous, toujours très heureuse de partager avec vous cette matinée religieuse sur France 2. En hommage aux femmes audacieuses, Sagesse bouddhiste consacre aujourd'hui son émission à Alexandra David Néel, une femme exceptionnelle au destin fascinant, considérée comme la plus grande exploratrice du XXe siècle. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons à une personnalité hors du commun, la grande exploratrice Alexandra David Néel, à l'occasion de l'exposition qui lui est dédiée actuellement au musée Guimet. Elle n'était pas seulement l'aventurière que l'on connaît, mais aussi une savante qui s'attachera toujours à transmettre le message des philosophies orientales de manière rigoureuse et scientifique. Elle se surnommera d'ailleurs elle-même, au tournant du XXe siècle, la première bouddhiste de Paris. Alors, qui était réellement Alexandra David Néel? Qu'en est-il de ses voyages au Tibet? Quels sont ses liens plus précisément avec le bouddhisme? C'est ce que je vous propose de découvrir dès à présent avec notre invitée. Joëlle Désiré Marchand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en géographie, vous étiez cartographe à l'université d'Amiens, en Picardie donc. Vous vous intéressez depuis de nombreuses années à la vie et à l'œuvre d'Alexandra David Néel. Et vous lui avez d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages, dont le premier, publié en 1996 chez Artaud, qui avait pour objet une biographie détaillée de cette femme extraordinaire, accompagnée de 40 pages de cartes réalisées par vos soins, ce qui est assez exceptionnel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, c'est un personnage tout à fait hors du commun, et je dirais même plus. Enfin, en plus d'être exploratrice, elle a été pionnière, aussi bien dans les philosophies orientale, qui à l'époque était très mal connue, parce qu'il faut se replacer dans le contexte de son époque. Elle est née le 24 octobre 1868, donc on est à la fin du Second Empire, et elle est décédée le 8 septembre 1969, donc après les événements de 1968, qu'elle a suivis avec beaucoup d'intérêt à la radio. Donc elle a vécu une période tout à fait passionnante sur tous les plans. Et elle a transcendé cette période en choisissant, à une époque où il n'était pas du tout implanté en France, la voie philosophique du bouddhisme, pour elle-même, à la fois comme sujet d'étude et comme voie spirituelle. Alors effectivement, on connaît plusieurs aspects de cette personnalité, orientaliste, féministe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Elle était très douée dans différents domaines. Donc elle a commencé sa vie en gagnant sa vie comme cantatrice. Elle a été journaliste, elle a participé au mouvement féministe, elle était franc-maçonne et surtout toujours libre penseuse, enfin penseuse libre plus exactement. Elle travaillait pour elle-même en individu. Elle ne s'est jamais moulée dans une école. Elle a toujours voulu travailler en indépendante et aller au fond de sa propre recherche intérieure. Donc elle avait 3 passions, les voyages, l'écriture et la transmission de son savoir. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce petit sujet tourné au musée Guimet sur l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 22 mai prochain. C'est ici, au tournant du XXe siècle, dans la bibliothèque du musée Guimet, que la jeune Alexandra David Néel découvre sa vocation. Elle sera orientaliste et voyageuse. Heureuse coïncidence, c'est juste au-dessus, dans la rotonde, que se tient aujourd'hui l'exposition qui lui est consacrée. Celle-ci réunit pour la première fois le legs fait au musée par cette personnalité hors du commun qui aura vécu plus de 100 ans. On y retrouve 8 tankas, des peintures tibétaines, représentant notamment le Bouddha, ou encore Padmasambhava, le maître fondateur du bouddhisme tibétain, ainsi que 2 masques utilisés lors de danses rituelles. L'aventurière léguera également la totalité de sa bibliothèque tibétaine, qu'elle constituera au cours de ses 2 grands voyages, dont le premier durera 14 ans, et qui feront d'elle la première occidentale à pénétrer dans Lhasa, la capitale du Tibet. Elle réunira en tout 450 ouvrages.
Elle a accompli un travail incroyable en rassemblant tous ces manuscrits parce que c'était quand même pas facile à l'époque. On n'achetait pas les livres comme on les achète maintenant. Surtout des livres, des ouvrages religieux. Il y avait plusieurs manières et elle s'en explique dans ses lettres à son mari. Soit elle les copiait elle-même ou elle les faisait copier si elle était dans un monastère suffisamment important pour qu'il y ait des copistes. Soit elle les faisait tirer parce que c'était des plaques xylographiques, mais des fois c'était pas possible parce qu'il fallait amener son propre papier et qu'elle l'avait pas. En tout cas, ce qui est assez évident dans la collection qu'elle a constituée, c'est l'extrême rigueur scientifique de ses choix. Le reste de l'exposition présente une vingtaine d'objets prêtés par la maison d'Avinéel de Digne-les-Bains, où l'exploratrice termina sa vie. L'occasion de découvrir notamment des objets rituels, mais pas seulement, comme le montre ce costume d'artiste lyrique. Alexandra d'Avinel a été très tôt persuadée que l'indépendance financière des femmes, et d'elle évidemment, était une chose absolument primordiale. Elle avait une belle voix, qu'elle avait travaillée, et elle avait gagné des concours de chant, ce qui lui a permis de commencer une carrière de cantatrice, qui lui a permis et de gagner sa vie, et de voyager. C'est assez amusant de voir comment le côté un peu falbala de ce costume ne cadre pas avec les photos qu'on a d'elle, surtout plus âgée, dans son costume de Dame Lama. Mais ce sont deux aspects de la même personnalité. Un témoignage émouvant de la transformation tant physique qu'intellectuelle de la jeune cantatrice en Dame de Lhassa. Alors, Joëlle Désiré-Marchand, c'est vrai que c'est la première fois que le musée Guimet consacre une exposition à Alexandra d'Avinel, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, je vous ai rencontré au vernissage, dans tous ces objets qui sont exposés? Je dirais qu'ils sont tous passionnants. On la voit à la fois en tant qu'artiste et puis après en tant que spécialiste du bouddhisme tibétain. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle s'est fait admettre par les Tibétains au Tibet. Son attachement était d'aller à la rencontre des maîtres sur le terrain. Elle se différenciait des spécialistes de bibliothèque ou de salon. Elle voulait aller à la rencontre à la fois pour progresser dans sa voie spirituelle et puis pour aller au fond de la connaissance. À l'époque, le bouddhisme pouvait être enseigné dans les universités, mais comme discipline universitaire. Elle-même l'a intégré dans sa propre démarche intérieure et il lui fallait absolument aller au contact de ceux qui connaissaient directement cette voie spirituelle. Et donc, c'est pourquoi elle est partie. Alors effectivement, d'ailleurs, c'est assez émouvant. Dans cette exposition, on voit cette carte qu'elle a elle-même dessinée. Alors, vous dites qu'il y en a plusieurs, hein, mais ça témoigne vraiment de ces voyages exceptionnels, notamment celui de 1924, où elle pénètre pour la première fois à Lhasa, la capitale du Tibet. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est une longue histoire, parce que elle a eu l'idée d'aller au Tibet en découvrant que le Dalai Lama, le 13e Dalai Lama, était en 1912 à l'extrême nord du Bengale. À l'époque, elle séjournait en Inde. Elle avait rencontré déjà des maîtres du bouddhisme, en particulier de ce mouvement qui s'appelait le modernisme bouddhiste, et un mouvement de renaissance du bouddhisme qui allait de pair avec un certain renouveau nationaliste. Donc elle connaissait plusieurs maîtres de ce mouvement, en particulier l'Anagarika Dharmapala, donc qui a fondé la Mahabodhi Society à Colombo, donc qui était un des maîtres de ce modernisme bouddhiste, qui voulait revenir à un enseignement beaucoup plus sobre, et que les missionnaires chrétiens, puisqu'il faut se remettre aussi dans l'esprit de l'époque, l'Inde était britannique, et Ceylan était une colonie britannique, donc l'enseignement était aux mains des missionnaires étrangers. Et Dharmapala a voulu justement lancer un mouvement de renouveau de ce bouddhisme pour lui redonner un nouveau souffle. Et on était donc au premier mouvement des anticolonialistes. Et Alexandra s'est glissée dans ce mouvement-là. Et à partir du moment où elle a appris que le 13e Dalai Lama était à l'extrême nord du Bengale, à Kalimpong, alors qu'il s'apprêtait à regagner sa capitale Lhasa, elle s'est trouvée orientée vers le bouddhisme tibétain. Mais alors racontez-nous ce périple incroyable. C'est-à-dire, il faut d'abord se rappeler qu'elle a séjourné pendant 2 ans en Himalaya à 4000 mètres d'altitude, suivant les enseignements transmis par un maître tantrique.
Et là, c'est une expérience absolument fondamentale, à la fois pour elle-même et pour ce qu'elle a apporté par la suite. Parce qu'aucune occidentale, aucun explorateur n'avait suivi ce type d'enseignement. Et c'est un de ses apports majeurs. Ensuite, elle a été expulsée du Sikkim en 1916 parce qu'elle avait fait une première excursion clandestine jusqu'à Tashilhunpo pour rencontrer le Panchen Lama. Elle avait rencontré déjà le Dalai Lama, donc elle avait réussi à avoir un entretien. C'était la première femme occidentale accomplissant cette performance, si l'on peut dire. Elle l'avait rencontré en 1912. Ensuite, elle est allée, donc 4 ans plus tard, rencontrer le Panchen Lama. Donc c'était des expériences formatrices. Suite à son expulsion du Sikkim, elle a fait un immense périple tout en Asie, séjournant 6 mois au Japon, 2 mois en Corée, revenant ensuite en Chine, à Pékin. Et de là, elle a voulu repartir vers le Tibet pour approfondir à nouveau ses connaissances. Et plus tard, dans l'optique d'aller jusqu'à Lhasa, qui était une ville interdite aux étrangers. Alors comment s'y est-elle pris ? Elle a d'abord séjourné 3 ans à Kungbum. Donc ça encore, c'est encore quelque chose de tout à fait étonnant pour une femme occidentale. Bon, elle avait acquis la connaissance de la langue tibétaine lors de son apprentissage en Himalaya. Elle vivait comme une tibétaine, comme une dame lama. Et de Kungbum, elle est repartie. Elle s'est fait rattraper pendant plusieurs fois. Elle a tourné pendant 3 ans au Tibet, car elle se faisait toujours reconnaître et donc interdire d'accès. Donc elle a finalement décidé de tenter une dernière épreuve, accompagnée de celui qui est devenu son fils adoptif, donc Afur Yongden, qu'elle avait engagé à son service au Sikkim. Et ils ont décidé de tenter cette expérience tous les deux, en marchant, elle jouant le rôle d'une vieille maman tibétaine, accompagnant son fils, pèlerin lama, en pèlerinage. Donc pour cela, ils ont retraversé toute la Chine. Ils sont partis du nord-ouest du Yunnan. Et pendant 4 mois, alors qu'elle ne connaissait pas justement le chemin qu'il fallait suivre, elle a vécu comme les pauvresses tibétaines pendant 4 mois, traversant les pires dangers, affrontant les dangers, l'hiver, le froid, la faim. Et 4 mois plus tard, en mois de février 1924, elle arrive à réussir son exploit, entrer à Lhasa. C'est la première femme occidentale réussissant ce parcours tout à fait plein de dangers et tout à fait extraordinaire. C'est une performance humaine extraordinaire. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage d'Alexandra Davinel ? D'abord, en tant que femme, elle a échangé une correspondance immense avec son époux. Elle l'avait délaissé pendant des années, puisque tous ses voyages duraient des années, mais elle n'a jamais cessé de lui écrire. Donc on a maintenant une magnifique correspondance. Ensuite, elle a écrit une 20aine d'ouvrages qui nous permettent de comprendre ce qu'était le bouddhisme au début du XXe siècle, tel qu'elle l'a vécu, tel qu'elle l'a appris. Donc elle a des ouvrages qui étaient complètement novateurs, par exemple « Initiation lamaïque », les enseignements secrets des bouddhistes tibétains, la connaissance transcendante, c'était des ouvrages qui n'avaient jamais été publiés en Occident. Et puis, on a aussi ce témoignage extraordinaire, justement, maintenant que le Tibet est envahi par les Chinois et qu'il perd sa personnalité, eh bien, Alexandra apporte son témoignage sur le Tibet authentique du début du XXe siècle, aussi bien que sur l'Inde. Elle a écrit un ouvrage tout à fait intéressant, « L'Inde où j'ai vécu », où elle parle donc de cette Inde qui était encore britannique. Elle avait un don d'écrivain. Merci beaucoup, Joëlle Désiré-Marchand. Merci. Et je rappelle donc que cette exposition Musée Guimet est visible jusqu'au 22 mai prochain. Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons, avec tout d'abord ceux de notre invitée, Alexandra Davinel, Passeur pour notre temps, aux éditions Le Passeur. Vous y retrouverez plus de détails sur les différents aspects de cette personnalité passionnante, ainsi que sur ses voyages, dont son périple qui l'a mené en 1924 à Lhasa. Ainsi que chez Artaud Poche, Alexandra Davinel, une biographie complète et passionnante de l'exploratrice. D'Alexandra Davinel elle-même, Voyage d'une Parisienne à Lhasa, édité chez Pocket. Et enfin, les 2 tomes de la BD de Fred Campoy et Mathieu Blanchot, Une vie avec Alexandra Davinel, chez Grand Angle. Vous y retrouverez le parcours de cette femme hors du commun, à travers le regard de Marie-Madeleine Perronnet, son assistante. Marie-Madeleine Perronnet, que nous tenons tout particulièrement à saluer aujourd'hui, puisque nous savons qu'elle nous regarde comme chaque dimanche. Je vous signale par ailleurs la parution du dernier numéro du magazine Sagesse bouddhiste, dont le dossier principal est consacré aux émotions.
C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.